breathe. Hey. Bonjour à tous, Thomas Lagier, cofondateur et directeur général de la société Loit. Et bonjour à tous, Charles Leclerc, cofondateur de Iroko et de Braxton, gestionnaire d'actifs. On va vous parler de la transition énergétique dans les bâtiments tertiaires comme un véritable levier de différenciation et en partageant le retour de Braxton à travers la SCPI Iroko et Braxton AM. Les enjeux auxquels on fait face actuellement, bien, c'est la transition des bâtiments énergétiques. Elle devient un enjeu complètement stratégique. Pour rappel, on a 1 milliard de mètres carrés de bâtiments tertiaires en France. L'ADEME estime qu'il va falloir injecter 350 € par mètre carré pour atteindre simplement le palier 2030 de la réglementation qui s'appelle décret tertiaire. Et ça veut dire, grosso modo, qu'il faut multiplier par 8 la vitesse de ce qui est fait aujourd'hui pour atteindre, en 2030, ce fameux moins 40% qui est réglementaire. C'est un enjeu qui était très technique il y a encore quelques années, qui est en train de devenir un enjeu stratégique pour les entreprises, pour les fonds, pour les foncières et pour tous les acteurs du secteur, puisqu'il y a l'injonction réglementaire à agir, le fameux décret tertiaire, mais il y a aussi aujourd'hui, ça ne vous échappe pas, les coûts des énergies, avec une explosion des coûts des énergies, et un enjeu sociétal avec tout ce qui est carbone, RSE, qui incite à agir dans ce champ-là. Peut-être, Charles, est-ce que tu peux nous dire un mot sur Braxton ? Qu'est-ce que vous faites ? Et Iroko, qu'est-ce que vous faites ? Qui êtes-vous ? C'est quoi les spécificités de chacun de ces véhicules ? Merci Thomas. Donc, Braxton et Iroko sont deux gestionnaires d'actifs. Dans les deux sociétés, nous gérons des actifs immobiliers. Pour l'une, Iroko, des actifs de rendement, donc, qui sont déjà loués, qui versent des revenus régulièrement. Et pour Braxton, des actifs qu'on repositionne. Dans ces deux catégories, on a besoin des services de Loit dans l'accompagnement de notre politique environnementale. Et cette politique, laquelle elle est dans la transformation chez Braxton, on veut amener les bâtiments au goût du jour. Donc on a l'opportunité d'avoir des bâtiments vides qu'on peut intégralement restructurer. Et donc y apporter tout de suite le meilleur niveau qu'on va chercher, c'est-à-dire plutôt 2040-2050. Et sur l'existant, on est en site occupé. Et donc on a un peu moins de latitude. Mais là aussi, on va essayer d'y injecter les capex qu'on peut injecter pour atteindre 2030 ou 2040 et viser le décret tertiaire. Là aussi avec des audits par Loit et ensuite des plans de travaux qui vont avec. Et est-ce que tu peux nous dire un mot sur l'ISR ? Je crois que c'est une boussole assez importante dans ce métier. Tout à fait. On a créé Iroko 5 ans après Braxton avec une logique d'en faire une société qui était totalement dédiée à ce nouveau label. La logique étant derrière nous de se dire que le décret tertiaire allait importer des méthodes et des pratiques de qualité pour améliorer la qualité environnementale des bâtiments et qu'il était intéressant de créer la première SCPI qui était nativement labellisée et donc qui avait dès le début intégré tous les critères qui vont avec le décret tertiaire et le label ISR décerné par l'AFNOR. D'accord. Et donc c'est un facteur de différenciation pour tes sociétés. C'est très différenciant pour nous. Tout le monde va viser le label ISR et tout le monde va essayer d'aller le plus vite possible vers le décret tertiaire 2030. Commencer avec un patrimoine récent, ça nous aide à essayer d'aller plus vite que les autres et donc d'attirer toute une population qui est sensible au rendement mais aussi à l'aspect environnemental. Parfois les gens le sont sur l'environnemental aussi simplement par question de rendement. C'est-à-dire qu'on sait que les actifs qui n'ont pas la performance énergétique nécessaire perdent de la valeur année après année. Ok, merci Charles. Un mot sur Loit. Donc Loit, on est un éditeur de logiciel et nous, ce qu'on sait faire, c'est auditer des bâtiments, c'est-à-dire créer des jumeaux numériques énergétiques des bâtiments pour comprendre pourquoi ils consomment, comment ils consomment, qu'est-ce qu'ils consomment. Et une fois qu'on a ça, on sait sur quoi on peut agir, c'est-à-dire qu'on va pouvoir bâtir des scénarios, simuler des actions sur ces bâtiments et regarder comment on peut les transformer pour qu'ils atteignent un label ISR ou un objectif des critères tertiaires 2040 ou 2050. Donc ça, c'est tout ce qui aide à la décision, ce qui permet la décision. Et ensuite, il y a tout le suivi, parce que c'est bien beau de dire il faudrait en 2023 faire ça, en 2024 faire ça, mais il faut aussi pouvoir suivre.
Et le suivi, ça permet de vérifier que les actions qu'on a implémentées, qu'on a mises en œuvre, répondent aux attentes, c'est-à-dire qu'elles font baisser la consommation énergétique, le coût de la facture énergétique, etc. Et donc, c'est le module suivi. Donc ça, c'est l'OIT. Une petite incise sur comment le numérique permet de massifier la transition énergétique. Nous, on fait partie des gens qui sommes absolument convaincus qu'il faut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort que ce qui est fait jusqu'à présent. Et on a la chance d'avoir, avec la directive Inspire en Europe, énormément de données, énormément d'informations sur les bâtiments, sur les occupants, avec les bases sirènes, les bases géoportails, etc., etc. On a des algorithmes qui permettent d'encapsuler des savoir-faire métiers d'ingénieurs thermiciens, énergéticiens, auditeurs, etc. Et on a des IA qui permettent vraiment d'automatiser, d'aller plus vite. Donc toutes ces choses-là nous offrent vraiment des capacités et des outils qui vont permettre d'avoir une approche systémique, d'avoir de l'aide à la décision, de pouvoir faire des centaines de scénarios et de trouver les scénarios optimums, de pouvoir créer des jumeaux numériques, de pouvoir suivre tout ça dans le temps. Et donc c'est vraiment des capacités inédites qui sont offertes par le numérique pour répondre aux enjeux de la transition énergétique. Maintenant, si on rentre vraiment dans le concret, on va vous présenter avec Charles quelques exemples de ce qu'a fait Loïc pour le patrimoine de Iroko cette fois. Donc là, typiquement, c'est une carte de France où on voit les différents bâtiments Iroko qui ont été audités, avec les vecteurs énergétiques, typiquement entre électricité, gaz, réseau de chaleur, etc. Et la taille donne un petit peu est proportionnelle à la consommation, donc ça donne déjà à voir ce patrimoine. Et puis on peut rentrer dans le détail avec cette idée de jumeau numérique. Donc un jumeau numérique, on recompose le comportement des occupants, l'enveloppe, la structure du bâtiment, tout ce qui est gestion et exploitation, et tout ce qui est équipement, donc chauffage, ventilation, climatisation. Et ça donne des clés de compréhension et des clés de lecture. De ça, on peut déduire tout ce qui concerne le décret tertiaire, puisqu'il y a tout un champ réglementaire autour de ça. Et puis on peut décrire ce bâtiment, qu'est-ce qu'il consomme, pourquoi il consomme, en bureautique, en éclairage, en process, son CO2, sa répartition par usage des énergies. Et on peut ensuite aller jusqu'à ordonnancer des actions sur des critères de coût-efficacité. C'est-à-dire combien d'euros me coûte le kilowattheure que j'abats, que j'évite, combien il faut que j'investisse pour abattre 1 euro. Et évidemment, on commence par les actions qui sont les plus intéressantes, donc qui minimisent la quantité d'euros à injecter pour abattre un maximum de kilowattheures. Donc voilà, c'est typiquement un exemple de scénario sur un des bâtiments Iroko qui permet à Charles et à ses équipes de bâtir un plan pluriannuel d'action qui se traduit en plan pluriannuel d'investissement et qui permet d'engager des investissements, de mettre en œuvre et de vérifier que tout ça se déroule conformément au plan. Là, voilà, c'est un exemple de scénario où vous voyez la baisse de la consommation par marche. Et chaque marche d'escalier, finalement, c'est une action que vous voyez ici qui a un coût, une efficacité en termes de CO2, une efficacité en termes de kilowattheure, des aides dont elle peut bénéficier et qui vont permettre d'abattre une quantité d'énergie donnée. Et puis on a le bilan économique de tout ça. C'est une approche vraiment technico-économique d'aide à la décision. Donc une vision à l'échelle du parc, suivi des consos, modélisation énergétique et planification. C'est un peu le résumé, la synthèse de ce que fait l'OIT. Maintenant, Charles, j'aimerais t'entendre sur toi, ton retour d'expérience, comment opérationnellement tu l'utilises, comment tu utilises ces capacités-là au quotidien, au jour le jour, et puis peut-être en te projetant sur une vision stratégique, à quoi ça te sert et comment tu vois la tendance du marché, c'est-à-dire quelle tendance tu perçois, comment tu vois les choses évoluer dans le futur. Merci Thomas. Donc effectivement pour nous c'est important d'avoir des aides à la décision parce qu'il va être très simple pour nous de faire les premières étapes qui sont les étapes qui sont rentables. C'est-à-dire que toute une partie de ce que va préconiser l'OIT, et c'est ça qui est intéressant dans leur module, c'est que c'est calculé et chiffré. On sait que peut-être 3 étapes sur 5 vont être rentables. Donc rentable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque 100 euros investis, j'aurai 6-7% de baisse, 6-7 euros d'économie d'énergie que je vais pouvoir valoriser. Et c'est les taux de rendement auxquels on achète nos actifs. Donc si je suis sur un retour de ce type-là, je sais que j'ai même pas besoin de poser de questions. Je sais que tout de suite, je peux investir dans cette transition-là. Un exemple est souvent, par exemple, on change les LED dans les bâtiments.
les lumières, ça va être rentable très vite, en 3 ans, 4 ans. Et donc, je peux investir et tout de suite, je vais récupérer un retour sur investissement suffisant. Ce qui n'est pas suffisant en retour sur investissement, on le met dans ce que Iroko a appelé la cagnotte verte. Donc, nous, chez Iroko, on prend 20% de tous les gains de nos investisseurs et on les met dans une caisse qui va servir à financer ce qui n'est pas rentable en termes d'énergie, de baisse de consommation d'énergie. Et cet argent-là, on pense que nos investisseurs ils le retrouvent parce que les actifs prennent de la valeur en étant plus efficients. Sans les outils de l'OIT, on n'est pas capable de savoir justement ce qui est faisable tout de suite et ce qu'on doit faire à travers la cagnotte, donc ce qui est rentable et ce qui est moins rentable. Donc c'est le premier élément qu'on trouve utile chez l'OIT, c'est cette capacité à la fois auditer le bâtiment et à parler notre langage, qui est le langage du retour sur investissement. Et à côté de ça, ce qui nous aide aussi, c'est l'outil de planification, puisque évidemment, c'est un suivi qui se fait dans le temps. Les travaux, ça met du temps. Et le retour, c'est-à-dire la réalité de est-ce que ça a produit ou pas des économies d'énergie, on met du temps à le mesurer. Donc l'outil de suivi de l'OIT nous aidera à terme à faire ça. Et ça, c'est pour le retour d'Iroko. Ensuite, pour ta question qui est de la pratique de marché, on voit que la majorité de nos concurrents s'y mettent, à la fois dans les labellisations. Hein. Je crois qu'il y a 10% des CPI qui sont labellisés ISR. Une cinquantaine visent la labellisation en plus. Donc tout le monde va aller vers ce critère de labellisation qui est assez proche finalement de ce qu'on vise en décret tertiaire. Et donc ça devient vraiment un impératif et c'est ce en quoi la technologie et donc l'OIT peut nous aider. Merci beaucoup Charles. Est-ce que vous avez des questions, des remarques ?